Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis cette semaine. Par la force des choses, elle est l'une des voix autorisées de la vie politico-littéraire du Cameroun ces 50 dernières années, c'est-à-dire la période qui va de la pré-indépendance du Cameroun à nos jours. Cela grâce aux arrangements de la vie qui ont fait d'elle l'épouse du plus brillant des écrivains camerounais, voire de l'Afrique. Notre invitée ce soir est Odile Tobner, épouse Alexandre Biyidi Biawala, dit Mongo Betty. Bonsoir. Bonsoir. Odile Tobner. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision. Merci beaucoup. Et voilà, pour échanger avec nous du parcours, de votre parcours à vous dans la marche du Cameroun. Vous êtes un acteur de premier plan. Peut-être qu'on ne l'a pas souvent dit assez. C'est peut-être excessif. C'est pas excessif, puisque vous avez été de tous les combats. Oui. Des combats qui ont structuré la marche du Cameroun, oui, d'une certaine manière, aux côtés de Mongo Betty, votre époux. Nous parlerons naturellement aussi de Mongo Betty dans cette émission. Ça nous permettra de revisiter cette brillante figure, mais également d'autres faits d'importance comme la crise anglophone qui sévit actuellement au Cameroun. Vous en savez quand même quelque chose, mais aussi de manière générale la vie politique dans ce pays que vous n'avez pas cessé, de suivre depuis de nombreuses années. Oui. Alors, d'emblée, qui est Odile Tobner? Eh bien, suivant l'état civil, oui, pour la profession, je suis professeur. J'ai eu une carrière de professeur de 40 ans et tout simplement, voilà comment je me présenterai. Alors, une vie de professeur, 40 ans, mais vous êtes passé par où? C'est quelles études là? Non, des études de lettres à l'université de Rennes, en Bretagne, et le cursus habituel, j'ai fait des études de lettres classiques. J'ai passé ensuite les concours de recrutement, CAPES d'abord et agrégation ensuite. J'ai fait une thèse de 3e cycle et j'ai enseigné, j'ai été chargé de cours à la faculté des lettres de Rouen. Voilà. Une thèse sur qui? Sur Pascal. Sur Pascal? Oui. Ah voilà. Quand même sujet ardu que vous choisissez. Sur le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle. Et j'ai publié un petit ouvrage sur l'histoire de la littérature au XVIIe siècle et j'ai contribué pour le XVIIe siècle au dictionnaire de littérature de Beaumarchais, Couty et Ray. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, et comment ça se passe? Vous êtes recruté tout de suite, vous allez à l'université enseigner à Rennes? Vous commencez à enseigner à Rennes? Non, j'ai commencé à enseigner à Lamballe, dans les Côtes du Nord, qui s'appelle maintenant Côte d'Armor. Et c'est dans le petit lycée où j'ai débuté que j'ai trouvé Mongo Betty, enfin qui n'était Alexandre Biyidi Biawala, qui était nommé l'année d'avant. Et c'est là que nous avons fait connaissance et que nous avons commencé notre compagnonnage qui a duré quand même une cinquantaine d'années. Et lui, il venait de la Sorbonne? Oui, il avait ses études à Aix, en Provence, et à Paris ensuite. Et c'était un jeune écrivain d'ailleurs, mais il ne le disait pas du tout. Ah bon? Donc on le connaissait par Biyidi, et on ne savait même pas son existence d'écrivain, parce qu'il était extrêmement discret. Sur son activité d'écrivain. Très modeste, très modeste. Et comment ça va se faire? Comment ça va se faire, lui, pour sortir de cette modestie-là et devenir le grand écrivain? Il prend le pseudonyme des Aboto à quel moment exactement? Ah ben, bien avant, parce qu'il avait 22 ans quand il a publié son premier roman à présence africaine, et il prend à ce moment-là le pseudonyme des Aboto. Et ensuite, il a considéré que ce roman était un galop d'essai et il a remis le compteur à zéro en s'appelant Mongo Betty ensuite pour publier le deuxième, Le pauvre fils de Bonga, Le pauvre fils de Bomba, chez Lafon. Chez Lafon. Oui. Et là, c'était plus chez Présence africaine. Non, non, non. Il n'y avait rien eu avec Alioune Diop, ça se passait bien? Oui. Il n'y avait pas eu de problème? Relativement peu. Il était quand même... C'était une jeune maison d'édition qui avait peu de moyens et par conséquent, l'édition, pour lui, l'édition n'avait pas été assez soignée. Ah oui.
Donc, il était plus exigeant sur la question de la présentation de l'œuvre. Oui, quand il reste des fautes dans le texte. Voilà. Et oui, il se montrait exigeant sur ce... Extrêmement exigeant jusqu'à sa mort. C'était vraiment un écrivain, il était entièrement écrivain, de A à Z. Voilà. Alors, ce roman va être accueilli comment? Comment est-ce que la critique l'accueille? Ville cruelle? Ville cruelle a quand même, je pense, a surpris parce que c'était un roman, c'était un jeune romancier et il fait preuve quand même de qualité très brillante dans ce premier roman. Mais il va quand même, c'est avec le pauvre Christ, et il commence dans ce qu'il sera toujours un écrivain qui choque. Parce que dans le pauvre Christ, il décrit la colonisation et l'évangélisation parallèles. Et ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Parallèle, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez, il montre que le progrès de la colonisation, que les missionnaires sont venus dans les valises de la colonisation, en quelque sorte. Et que pour les populations qui ont vécu cela, le missionnaire était une... Et ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Parallèle, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez, il montre que le progrès de la colonisation, que les missionnaires sont venus dans les valises de la colonisation, en quelque sorte. Et que pour les populations qui ont vécu cela, le missionnaire était une autre face de l'occupation du colonisateur. Et par conséquent, le message évangélique est forcément un peu affecté par ce compagnonnage. Absolument. Parce qu'il y avait plutôt un accord, il y avait des désaccords entre l'administration et le missionnaire, mais il y avait aussi des complicités et des accords. Donc il montre ça parfaitement. Il montre ça parfaitement. Oui. Et justement... il va se passer quoi pour lui? Il a expliqué dans une interview qu'il avait pris le pseudonyme des Aboto en songeant à Ezra Pound. Oui, voilà. Ezra Pound, c'était un écrivain qu'il aimait, lui? Oui, c'est un poète. Un poète, tout à fait. C'est un poète qu'il avait lu, là, à ce moment-là. Il découvrait... il était étudiant et il découvrait la littérature américaine, la littérature française. Oui, et il aimait Ezra Pound. Alors, et donc à partir de ce roman, à partir beaucoup plus à Le pauvre Christ de Bomba, des choses vont changer, le regard change sur lui. Est-ce que c'est déjà un écrivain confirmé en ce moment-là, ou alors il va continuer à parfaire son œuvre? Oui, et les deux romans suivants, Mission terminée, pour Mission terminée, il va avoir un prix littéraire, le prix Sainte-Beuve. Et Le Roi miraculé, c'est dans la même veine. Et puis après, ce sera une période plus difficile politiquement, parce que c'est le tournant de 60, le tournant des indépendances. Et au Cameroun, ça se passe très mal, comme vous ne l'ignorez pas. Et alors les rapports avec le gouvernement ici sont pas bons, ils sont plus... Non. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, par exemple, je vous cite un exemple, lui était parti pour faire des études longues. Et il avait toutes les qualités, évidemment, pour faire ces études longues. Il était quand même extrêmement doué en lettres. Et il voulait passer l'agrégation. Et quand il a eu sa licence, il a reçu un ordre de l'administration franco-camerounaise, c'était Mbida, au moment où Mbida était... Oui, c'était pas encore l'indépendance. Oui, tout à fait. Il reçoit une lettre, le sommant de rentrer au Cameroun, occuper un poste. Il dit non, moi je suis là-bas pour faire l'agrégation. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les protégés de... parce qu'il avait déjà publié à ce moment-là, il avait déjà publié 3 romans qui étaient assez critiques. Tout à fait, Ville cruelle, Pauvre Christ de Bomba. Et on voulait
le ranger dans un coin. Oui. Voilà. C'est qu'il n'acceptait pas. Non, non, non. Non, non. Oui. Et à ce moment-là, par exemple, les protégés du député, comment s'appelait-il, tout-puissant au Cameroun, son nom Ojula. Ojula. Les protégés d'Ojula, oui. pour passer l'agrégation, ils avaient on leur donnait une place d'auditeur libre rue d'Ulm. Ah, voilà. Donc, deux poids, deux mesures. L'école normale, voilà. supérieure. Donc, on leur donnait toutes les facilités oui. pour passer l'agrégation, comme à. Lui a toujours. Mais lui, été... non. Non. Ça ne sera pas le cas. Non, non, non. Mais sa bourse va être supprimée. C'est bien cela? Oui, sa bourse est supprimée. Oui. Alors, il est obligé. Il a été d'abord maître auxiliaire, et puis il a passé le CAPES, puis il a occupé un poste dans l'enseignement pour gagner sa vie. Ah oui. Et il préparait parallèlement, il préparait l'agrégation. Donc c'était extrêmement difficile parce que il y a la charge de travail, il y a les exigences du concours qui sont extrêmement élevées. Donc toute sa vie, il a dû passer par l'épreuve du travail parce qu'on ne l'a jamais vraiment aidé. On a voulu le misérer pour le pousser à bout et peut-être l'amener à renoncer à ce qu'il considérait lui comme... Oui, voilà, on a voulu toujours qu'il rentre dans le rang. Oui. Ce n'était pas son genre. C'était pas son genre. Alors, mais il va venir la période des combats. La période des combats, c'est quand même après la publication de Mamba sur le Cameroun. Oui. Là, nous sommes en 72, je crois. 72, oui. Et en 72, il suivait évidemment passionnément l'histoire du Cameroun. Il a suivi cette affaire de 70-71, la capture et le procès de Ouandié et Ndongmo. Et il a été scandalisé par les comptes rendus dans la presse, dans la grande presse française de référence. Notamment Le Monde, oui, tout à fait. Et parce que c'était de la désinformation. À l'époque, il y avait Philippe Descrains au Monde, qui était le grand Manitou de la question. Et donc Mongo Betty trouvait que les comptes rendus de Philippe Descrains n'étaient pas... Oui, il faut reprendre. D'ailleurs, le livre est une critique du type d'information qui est pratiquée. C'est une information complaisante pour la politique française. Le Monde était un peu la voix officielle de la France, donc qui se conformait aux intérêts impérialistes français. Donc, c'est à ce moment-là qu'il prend la décision d'écrire ce livre qui lui a vraiment, qui a été pour lui une longue descente aux enfers, dans la mesure où jamais on ne lui a pardonné ce livre. Absolument. Jamais. Aujourd'hui, ça a été fait? Est-ce que vous pensez que le régime actuel lui a pardonné ces livres? En ce moment, je pense que à partir de ce moment-là, il y a eu, et c'est pour ça, il y a eu un silence. Il a été boycotté pratiquement par les médias français, même pour tous les romans qu'il a écrits. Voilà, on parlait plus de lui. On parlait plus de lui. Mais il y a eu un procès, quand même. Puisque ce livre était interdit. Interdit de sortie en France. Le livre a été interdit par le ministère de l'Intérieur. C'était le moment où, dans la lutte contre le néocolonialisme, l'éditeur Maspero était en pointe. Et beaucoup de ses publications ont été interdites. Par exemple, le livre aussi de Jules Chaumet, un avocat belge, sur l'ascension de Mobutu. Ça a été interdit aussi. Donc tout ce qui était un peu non conformiste sur les événements qui se passaient en Afrique était franchement interdit. Donc là, c'était vraiment un combat pour la liberté d'expression. Et comme les raisons juridiques de l'interdiction étaient biaisées, il a fallu faire un procès pour que le décret d'interdiction soit annulé. Mais ça a pris du temps. Quelques années. Oui, 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, oui. Et finalement, il a eu gain de cause. Le décret a été annulé, et on a les raisons de l'interdiction ont été invalidées par la justice. Et à ce moment-là, quel a été l'avis de cet ouvrage? C'est au Cameroun. Oui, Maspero l'a réédité à ce moment-là.
Et puis, il a été constamment réédité parce que il a connu quand même un succès continu près du public africain et particulièrement camerounais. Les jeunes Camerounais... Mais il restait interdit au Cameroun, ce livre. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il était difficile de l'avoir parce que, pour quelques anecdotes, lorsqu'on retrouvait des étudiants camerounais qui revenaient de France avec parfois des photocopies, ils avaient des ennuis à l'aéroport. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que Mongo Betty en pensait? Qu'est-ce qu'il pensait? Il a toujours... il s'est battu pour la liberté d'expression toute sa vie. Hein, et donc, ça, oui, c'était... C'est quelqu'un qui a payé le prix. Il n'a jamais été le chouchou des médias. Il n'a jamais été celui qu'on exhibe dans les réceptions mondaines. Ça a été toujours un combattant solitaire. Et je pense que pour un écrivain, c'était parce qu'un écrivain rêve quand même d'être reconnu. Oui. Et je crois qu'il a souffert comme écrivain de cette censure d'abord et de cette proscription. Hein. Mais il n'a jamais composé. Naturellement, sur la place parisienne, ce n'était pas un écrivain qu'on sollicitait. Non, pas du tout. Non, non, non. Mais quand même, il y a c'était marginal. Il était quand même un écrivain que l'extrême gauche connaissait, mais c'était dans le milieu militant le connaissait. Mais pas au-delà. Non, non, non. Ah, mais pas de critiques de le grand public. Dans le monde, non. Le Canard enchaîné en a souvent parlé quand même. Ah non, très peu. Très peu. Non, non. Pas les revues littéraires non plus. Non, 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 non. Pas chez Pivot non plus. Jamais si, il est passé chez Pivot. Il est passé plusieurs fois, oui. Mais il était très surveillé et Pivot le coupait dès qu'il s'engageait sur un terrain glissant. Il coupait. Il faut rappeler que l'émission de Pivot, qui s'appelait Apostrophe, a été la grande émission littéraire en France. Absolument, années 70-80. Il y avait... voilà qui a permis de découvrir de nombreux écrivains et de vulgariser véritablement la littérature à la télévision. Alors qu'il était passé avant, pour ses premiers romans, il était passé chez Dumayet, là. Chez Dumayet. On a un très vieil enregistrement de lui à ses tout débuts. Il avait moins de 25 ans. Là, il était prometteur encore, très prometteur. Alors, mais il y a ces rapports entre, naturellement, à partir des écrits de Mongo Betty, il y a ces rapports avec les pouvoirs, disons les différents pouvoirs qui se succèdent au Cameroun. André-Marie Mbida d'abord, avant l'indépendance, lorsqu'Aïdjo lui arrive en 58. Et puis, même bas sur le Cameroun, c'est vraiment la déchirure avec Aïdjo. Il n'est jamais revenu là au Cameroun. Il est parti avant 54. Il ne revient pas. Non, parce que il ne pouvait pas revenir, hein, parce que le régime aurait tout fait pour qu'il revienne, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir le tenir, le tenir tranquille. Mais il n'est pas, il n'est pas revenu. Et donc il a passé toute l'époque Aïdjo, qui était une époque difficile, hein, où il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont été tués, qui ont été prisonniers très longtemps. Il y avait quand même des camps, hein, il y avait les camps de Choliré et autres. Vous avez quand même... Donc c'était pas drôle, hein, il y avait une répression quand même de la pensée politique. Hein. Et il a dit à ce sujet, quand même, lorsqu'il a parlé de Kourouma en des termes peu amènes, Kourouma qui lui expliquait qu'il fallait qu'il revienne, qu'Aïdjo était un bon président. Là, il n'a pas apprécié. Non. Il a même utilisé... Il a dit que Kourouma était un illettré. D'assurance ici. Donc, c'était un personnage mondain au Cameroun, mais il n'avait pas à dire à Mongo Betty ce qu'il avait à faire. Hein. Voilà. Mais il y a quand même eu aussi cette charge de Mongo Betty contre Camara Laye. L'enfant. Alors ça c'est autre chose, parce que c'est au tout début de sa carrière, quand il était tout jeune écrivain, et Camara Laye a été le premier écrivain d'Afrique noire qui a été publié chez Plon, je crois, et c'était L'Enfant noir. Et quand Mongo Betty
il n'a pas fait une critique en règle. C'était incidemment parce que Mongo-Betty a fait un article retentissant qui aujourd'hui encore est une prise de position artistique qu'on étudie. Il a dit Afrique noire, littérature rose. C'était pour dire que l'écrivain qui avait du succès, qui pouvait ambitionner d'avoir du succès en France, c'était celui qui présentait l'Afrique sous un jour pittoresque, folklorique, exotique. Les hommes lions. Enfin, il se moque de ça en disant ce qu'il faut à l'Afrique maintenant, c'est une littérature réaliste, c'est-à-dire d'écrire ce qu'elle est. Donc, vous avez une position à la fois artistique et politique. La littérature doit rendre compte de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Et le portrait n'est pas flatteur pour non, le portrait n'est pas flatteur pour les puissances gouvernantes. Et donc on a parlé de littérature engagée, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'est un choix, et dans toute l'histoire de la littérature, le réalisme est toujours quelque chose qui est critique, forcément. Tout à fait. Parce que la réalité n'est jamais idéale. Idéale, absolument. C'est Zola, par exemple. Donc c'est un manifeste, cet article est un manifeste pour la littérature réaliste. Contre la littérature de contes, fantastiques, etc. Oui. Mais c'est le même reproche qu'on lui fera après mission terminée quand même. On dira que Mongo-Betty a d'autres missions à terminer, puisqu'il était parti sur la lancée de Ville Cruelle, le pauvre Christ de Bomba, et après, mission terminée, que moi personnellement je trouve comme son meilleur roman. Mais bon, je trouve que c'est le plus achevé de ces romans. Et là aussi, il n'y a pas de colon, mais il y a quand même l'affrontement du monde nouveau. Le jeune garçon qui a fait des études à la ville et qui en impose aux gens qui sont restés au village. Donc il y a un peu quand même la confrontation de ces deux mondes, et le monde du village est un peu humilié par le monde de la ville. Voilà. C'est lui qui est qui a des savoirs. Voilà. Et il montre ça avec beaucoup de relativité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Mais il va avoir d'autres combats, Odile. Il y a quand même la revue. Oui, alors ça c'est après la saisie de Main-Basse. Il a compris que aucun journal ne lui ouvrirait ses portes pour qu'il s'exprime. Donc il a créé sa propre revue en 1978. Peuples noirs, peuples africains, pour non seulement lui, mais parce que lui était écrivain, il pouvait, mais pour donner aux jeunes intellectuels africains non conformistes, parce que lui était écrivain, il pouvait, mais pour donner aux jeunes intellectuels africains non conformistes une tribune où ils peuvent s'exprimer. Et nous avons quand même tenu 12 ans, ou plus de 12 ans. Sans publicité. Vous n'avez pas absolument aucune publicité. Et on finançait ça nous-mêmes en tant que professeurs. On faisait tout. Il réunissait les articles, il publiait avec un imprimeur, ensuite il fallait distribuer la revue dans les librairies, etc. On faisait tout le travail de cette revue. Et elle reste quand même marquante, cette revue, parce que aujourd'hui il y a quand même des chercheurs qui y découvrent des quantités d'articles précurseurs et intéressants, et elle est en ligne sur le site mongobetty.org. Donc elle est en lecture gratuite, elle est disponible en ligne, donc on peut voir le travail qui a été fait pendant ces dizaines d'années. On a eu un numéro spécial Côte d'Ivoire qui a été piloté par Gbagbo, qui était à ce moment-là en exil en France comme opposant. C'est lui qui a composé tout ce numéro spécial. On a des numéros historiques.
Et alors, il va donc avoir cette période-là, c'est-à-dire que la période de la revue, Oui. mais après, Mongo Betty reste naturellement à Rouen, au lycée préparatoire, lycée de Rouen. Il prépare des jeunes Français à faire des grands concours, des concours des grandes écoles. Oui, il avait des cours dans les prépas scientifiques, les cours de français qui préparent les preuves de français dans les concours, oui. Oui. Et il ne pense pas à revenir au Cameroun, même au moment où les années 80. Alors, quand le régime change au Cameroun, il a été l'objet de multiples pressions. Des pressions politiques, hein. On lui envoyait un cousin, on lui envoyait un personnage chargé de lui dire « faut revenir ». L'administration elle-même lui disait « vous rentrez quand au Cameroun », etc. Donc il a été quand même... et il a toujours résisté. Il regardait, il observait ce qui se passait au Cameroun. Il avait des nouvelles de sa mère, quand même. Indirectement, parce que il a eu beaucoup de chagrin d'être séparé de sa mère et de. On se souvient quand même de ce passage dans Vie cruelle. Oui. Il décrit l'amour qu'il a pour sa mère. Oui, tout à fait. Alors on voit qu'il s'agit. Voilà, ça a été une grande souffrance de son existence d'être séparé de sa mère. Parce que quand il l'a revue, elle est morte un an après. Donc, non, il voyait le Cameroun et il a vu que la liberté n'était pas au rendez-vous. Puisque c'était toujours le parti unique. Le parti unique, la presse unique. Donc, ça ne correspondait pas à un régime où il pouvait vivre. Et donc, il ne va pas, malgré les sollicitations, après 82, il refuse de revenir. Oui. Il n'accepte pas. Non. Mais il va quand même revenir à un moment donné. Alors, c'est au début des années 90. Il y a quand même eu des événements marquants. Il y a eu la chute du mur de Berlin, qui a vu l'effondrement de l'Empire soviétique. Et donc, le grand Satan de l'Occident était mort. On ne pouvait plus donc combattre la liberté d'expression en Afrique sous prétexte qu'il y avait de la propagande soviétique à combattre. Donc il s'est trouvé quand même une obligation de libérer l'expression en Afrique. On a vu à ce moment-là naître une presse dite privée. C'est Pius Javet a été un pionnier de la presse qui n'était pas alignée à ce moment-là. Et il y a eu aussi l'instauration théorique d'un multipartisme à partir des années 90. Et là, il a compris qu'il y avait suffisamment de garanties. Ses amis, on pouvait parler sur place. Sans faire chorus avec le discours officiel et que ce serait relayé. Donc ses amis Ambroise Combe et Célestin Mongal l'ont convaincu de venir faire une conférence, de venir juste pour un voyage pendant lequel il ferait une conférence. Ça a été le fameux voyage qu'il a fait, ça doit être en 92 je crois. 80. C'était en... Non, avant 92. En février 92, je crois, où il est revenu. Mais ça a été une rentrée très houleuse. Oui, tout à fait. Très houleuse. L'arrivée de Mongo Betty au Cameroun, parce que quand même... Premièrement, ça a fait quand même un événement extrêmement marquant. Et au point que sa conférence à l'hôtel Hilton, qui avait été organisée par Dachitagne, David Dachitagne, a été interdite. A été interdite, tout à fait. Voilà. Et ils sont restés, on a des photos, ils sont restés sur l'entrée du Hilton, là, sur les marches du Hilton, où on voit toute la foule qui vient l'accueillir ici. Donc ça n'a pas été de tout repos. Oui. Mais ça ne va pas. Mais il va quand même revenir. Ça ne va quand même pas l'empêcher de revenir, malgré cela. Non, parce que il avait des amis dans la presse privée. Il y avait un combat à mener pour la liberté d'expression. Et quand il arrivait à l'âge de la retraite. Absolument. Et quand il a pris sa retraite, sans attendre, il n'a pas attendu du tout. Dès qu'il a pu la prendre, il a pris sa retraite, même s'il n'avait pas
fini toutes les années qu'il aurait dû faire, mais il voulait arrêter et revenir ici et pour faire une librairie. Ça a été... il est revenu pour le livre. Parce que quand il croyait que le livre pouvait porter... Voilà, parce que répandre le livre, c'est répandre la pensée, la liberté. Tous les livres, il a dans sa librairie, pour la première fois, dans une librairie au Cameroun, on a eu accès à tous les livres, sans livres qu'on n'a pas le droit de vendre. Donc lui-même, il avait souffert, puisque son œuvre n'était pas répandue au Cameroun. Tout à fait. Et là, il avait envie que les Camerounais lisent aussi ses livres à lui. Tout à fait. Donc, et comment ça va se passer? Ça va quand même pas être de tout repos lorsqu'il reviendra définitivement au Cameroun. Non. Il ouvre cette librairie des peuples noirs. Oui, à Tchinga, où mais ce n'est pas de tout repos. Non, non, il y a toujours eu des... parce que en même temps, il va suivre de près l'actualité politique, la vie politique au Cameroun. Il a donné d'innombrables articles à la presse privée dans les dernières années de sa vie. Et ces articles ont été réunis et publiés par Philippe Bissek. Philippe Bissek, Mongo Betty à Yaoundé. C'est un recueil des articles qu'il a donnés à tous les journaux. Donc il participait activement à la vie des idées, au débat politique au Cameroun. Et oui, la liberté, le mouvement se prouve en marchant et la liberté se prouve en usant. Alors, mais qu'est-ce qui, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait quand même une différence entre Ahidjo et Paul Biya. Est-ce que vous l'avez trouvé, vous, dans le traitement qui a été administré à Mongo Betty? Oui, l'époque avait changé. Le contexte mondial a beaucoup changé. Mais la censure est restée quand même sous une autre forme, plus insidieuse. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait une liberté d'expression, puisque quand Mongo Betty a fait des interventions politiques, il y a quand même... il a été l'objet, il a manifesté aussi, il a été arrêté brièvement, il a quand même, un jour qu'il protestait dans la rue contre les embarras, il a été tabassé par des flics en civil. Donc, un vieil homme de 70 ans, c'est quand même pas une existence très tranquille. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a quand même il a été candidat, il a soutenu John Frundi en 1992, lors de la présidentielle. Voilà. Il a été candidat, en tout cas, il a projeté d'être candidat du SDF en Balmayo. Oui, il était le suppléant de la candidate. Oui, d'accord. Oui. Mais ça, c'est pas... Non, le tribunal a déclaré qu'il n'était pas camerounais. Ah oui. Oui. Le tribunal a déclaré qu'il n'était pas camerounais. Oui. Alors, mais ça rappelle quand même un épisode sur ces papiers avec Ferdinand Oyomo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre de l'Intérieur français déclarait qu'il n'était pas français. Qu'il n'était pas français. Donc, qu'est-ce qu'il était? Du général de voilà, et donc de tout le reste par la suite. Ils ont publié un décret d'interdiction. Oui. Voilà. Alors, il ne va pas être candidat pour le SDF en 92 ici. Voilà. Et ensuite, il va prendre quand même... comment ça va se passer avec les partis politiques ici? Il n'était pas un homme il n'était pas un homme de parti. Parce qu'il ne voulait pas aliéner du tout sa liberté. Et quand le SDF l'a nommé au NEC, il rentre un jour de France et ses amis lui disent, tu sais, tu as été nommé au NEC. Oui. Quoi? Mais il faudrait peut-être me demander mon avis. Alors là, non. Non. Ah, mais il n'a jamais accepté. Non, non, non. Alors, mais ça va quand même être aussi une... Et là, il va prendre quand même un peu de distance. Il va se montrer critique aussi vis-à-vis de cette opposition. Oui, voilà. Absolument. Oui, oui, oui. Et il voit que l'opposition se fige dans un système de connivence, finalement, avec le pouvoir. Et donc, il n'apprécie pas beaucoup. Et il y a ce soutien à Tutu Sedjoua, quand même.
Oui, alors c'est une question de principe. Oui. C'est une question de principe parce que vous avez quand même quelqu'un qui est arrêté parce que il a osé se déclarer candidat à la présidentielle. C'est le droit de chaque citoyen d'être candidat à une fonction élective. Et donc la foudre s'abat sur lui parce qu'il a osé ça. C'est un peu comme Abel Inga, mandat d'arrêt pour cause d'élection, qui avait osé être candidat. Oui. Donc c'est le déni total du droit élémentaire des citoyens. Donc d'ailleurs il dit comité de défense du citoyen. Bon. Qu'il crée et qu'il anime. C'est un droit du citoyen. Donc, alors là, évidemment, il a eu beaucoup de démêlés avec la police à l'occasion de cette action politique. Mais il avait aussi des démêlés souvent avec les éléments de la garde présidentielle lorsqu'il fallait baisser les rideaux de la librairie pour le cortège qui passait. C'était aussi... Et aussi, à la fin de sa vie, quand il a manifesté à l'occasion du sommet de Yaoundé en 2001, contre l'exploitation de la forêt, contre le ravage de la forêt camerounaise, puisqu'il n'y a pratiquement plus de forêt primaire au Cameroun. Et donc cette exploitation éhontée qui n'a apporté aucun développement. On a gaspillé de patrimoine pour rien. Alors, il y a quand même eu d'autres combats que Mongo Betty a menés ici, qui étaient, il y a quelques-uns qu'on peut rappeler. L'échange quand même qui est resté dans les annales avec Ogbelen. Oui. Ah ça. Ogbelen, l'idiot du village à la recherche scientifique. Quand Ogbelen passe Actualité Hebdo, il explique que on lui pose la question de savoir quels sont ses rapports avec Mongo Betty. Il explique justement que Mongo Betty est un professeur de lycée, lui c'est un professeur d'université. Ça c'est ridicule, parce que qu'est-ce qu'on en a à faire? Non, Ogbelen de Mongo Betty aurait voulu plus de clarté sur le parcours de Ogbelen, qui a quand même été UPCiste, qui a été à ce moment-là, il résidait au Congo-Brazzaville comme résistant UPCiste. Et tout d'un coup, il surgit. Donc, le parcours d'Ogbelen n'est pas très clair. Il passe quand même par Bordeaux, là. Voilà. Il a une thèse à l'université de Bordeaux. Et voilà, il se recycle à Bordeaux avec une thèse. Alors, ce n'est pas un parcours de résistant. Donc, il demandait que Ogbelen s'explique un peu sur son parcours politique. Avec la désastreuse expédition qui a été faite à partir du Congo-Brazza par Osenda Fana, qui va se retrouver tué alors que Ogbelen n'est plus là. On n'a plus aucune nouvelle d'Ogbelen. Et là, c'est un des grands leaders qui disparaît, un espoir, parce que c'était un économiste. Premier docteur en économie de l'Afrique noire. Alors, et la fin de la vie de Mongo Betty, on a quand même vu cette médaille qui est envoyée lors de son décès et qui est refusée. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une... Oui, vous estimez quoi en ce moment-là, lorsque, à l'ordre de l'inhumation? Mais toute la vie de Mongo Betty est le refus de ce genre de pantomime. Est-ce qu'il a jamais couru? Tout ce qu'on vient de dire sur sa vie, est-ce qu'à un moment donné, il a couru après une distinction quelconque, accordée par un pouvoir quelconque? C'est un contresens absolu de penser que, et une offense en quelque sorte, une offense à tout ce qu'il a été, une offense à tous. Non, ça n'allait pas du tout, non. Non. Alors, mais dites, Odile Tobner, quelles sont vos relations avec le pouvoir camerounais? Ben, je n'en ai pas. Vous n'avez jamais, le président Paul Biya ne vous a jamais approché, il ne vous a jamais appelé?
Non, non, non. fait Ah bah, appeler? je n'ai jamais demandé. Vous-même, vous n'avez jamais demandé une audience? Non, 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 non. Ça ne vous servira à rien? Non, 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 non. Je vis une vie très modeste, hein, très, très modeste et très libre. Oui. Et je fais ce que j'ai à faire dans mon petit coin, Alors, si vous à ne voulez m'occuper pas- des livres. Oui. Si Voilà. vous ne voulez pas voir le président Paul Biya, cela voudrait dire que vous ne lui accordez pas beaucoup d'importance? Mais ou alors... je n'imagine même pas rencontrer mon député dans ma circonscription. Oui. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Oui. Non, la vie politique, c'est un autre monde. Hein. Et non, j'ai la vie d'une citoyenne. Je regarde ceux qui nous gouvernent, je juge leurs actions, je dispose d'un bulletin de vote, le cas échéant. C'est ça Vous votez au Cameroun, mon là? pouvoir. Oui. Non, pas au Ah, pas Cameroun, ici, je n'ai en pas, France. pas ici, je n'ai pas de... Mais oui, j'ai le droit d'expression aussi, et c'est tout. Non, 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 les hommes politiques, c'est un autre monde, hein, c'est un autre monde qui, hélas, a une très grande puissance sur tous nos destins, sur les destins de tous les Camerounais. Et en ce sens, ils portent des responsabilités considérables dont ils n'ont pas l'air d'avoir conscience souvent. Alors, quand Mongo Betty revient au Cameroun en 92, définitivement, il y a quand même toujours le président Paul Biya qui est déjà là. Oui. Mais puis aujourd'hui, il est toujours là. Oui. Alors, Mongo Betty était très critique. Très, Alors, très. il estimait que c'était Il a été le premier à publier dans Lettres ouvertes aux Camerounais en 88, je pense, un livre critique sur le pouvoir camerounais de ce moment-là. Voilà. Et il a vu que ce pouvoir n'allait pas faire de réformes profondes, n'allait pas être un pouvoir bienfaisant pour l'avenir du Cameroun. Et donc, cela reste vrai aujourd'hui. Oui, 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 oui. Bah, regardez le Cameroun tel qu'il est. On pouvait rêver 50 ans après, plus de 50 ans maintenant après l'indépendance, on pouvait rêver d'un pays qui aurait été la Corée du Sud de l'Afrique, avec les potentialités qui sont dans ce pays. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, et il faut dire que c'est pas le propre du Cameroun seulement. Ça, oui. C'est toute l'Afrique francophone qui est à la traîne parce qu'on a tué Sankara, parce qu'on a écarté Gbagbo, parce qu'on a écarté tout ce qui avait une velléité d'authenticité indépendante. Et c'est donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont à la limite des pantins, qui suivent des règles. Oui, la politique, effectivement, est à genoux devant les puissances de l'argent, est à genoux devant les multinationales, et les intérêts nationaux, les intérêts sont assujettis aux intérêts étrangers. Et alors, l'opposition, quand même. Hélas. Vous avez vu, en 92, déjà, Mongo Betty était revenu, oui. Et il avait côtoyé cette opposition. Il a fini par prendre ses distances. Mais comment vous regardez cette opposition aujourd'hui? Eh bien, bon, elle a été matraquée, hein, parce que 92, Frundi avait gagné l'élection, et il y a eu une répression, quand même, des mouvements sociaux en 92 qui a été tout à fait féroce. Donc la population a peur. La population ne... Et en même temps, l'opposition politique est trop divisée, bien sûr. Si on regarde la Côte d'Ivoire, Gbagbo avait réussi à faire un grand parti d'opposition extrêmement bien structuré, avec des militants organisés, et ce qu'on n'a jamais eu au Cameroun. Il y a eu des chefs, mais il n'y a pas eu de militants.
Donc un parti de masse, c'est un parti qui a des militants. Donc, et ça manque au Cameroun? Et ça manque, bien sûr. Et pourquoi? Eh bien, c'est pas seulement au Cameroun, c'est dans toute l'Afrique centrale, hein, c'est au Tchad, c'est au RCA. Alors qu'on a une opinion, on a au Sénégal par exemple, au Burkina Faso, on a eu en Côte d'Ivoire un peuple beaucoup mieux politisé et organisé. Et en Afrique centrale, non, on n'a pas eu ces rassemblements populaires qui forcément imposent une évolution politique. Bon, c'est peut-être parce que ces pays sont très verrouillés politiquement, mais quand on a des flambées de révolte, comme on a pu avoir en 2008, mais pas un mouvement populaire organisé. Alors, lorsque vous observez aujourd'hui la scène sociopolitique camerounaise, vous estimez qu'on va vers quoi? Est-ce que la situation vous paraît... on est quand même à la veille d'une élection, on ne sait pas très bien, mais il semble indiquer que le président Biya sera nouveau candidat. Vous pensez que vous estimez qu'il s'agit de... Depuis tant d'années, on espère quand même un changement, on espère quelque chose, et qu'on est déçu. Donc non, moi je regarde ça avec un certain pessimisme, avec un certain pessimisme. Mais surtout dans le contexte international maintenant, le contexte de la mondialisation, où les grandes puissances sont de plus en plus autoritaires, et qu'un pays ne peut pas vivre sa propre vie tranquillement. Alors, il y a d'autres figures qui émergent quand même pour cette élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Maître Akeremouna, vous connaissez? De réputation, bien sûr, je ne connais pas. Oui, non, je ne connais pas personne. Non, mais je connais les histoires politiques, l'histoire politique avec les leaders camerounais, oui. On voit lesquels sont influents, quel est leur parcours professionnel et politique, oui, forcément. Mais le mode de scrutin, franchement, je ne connais pas. Il faudrait qu'on me cite un autre pays où vous avez scrutin majoritaire relatif à un tour. C'est imparable. C'est imparable, même s'il n'y avait pas de trucage. Et comme on sait qu'il y en a, donc... Ça devient très compliqué. Oui. Alors, il y a, en dehors d'Akeremouna, il y a également, au SDF, il y a quand même eu Frundi qui passe la main. Oui. Comment vous lisez tout cela? C'est raisonnable quand même. C'est raisonnable de laisser la jeune génération prendre l'organisation des choses. C'est très raisonnable. Bon, vient un temps, il faut se reposer. Il faut se reposer. Absolument. Alors, l'une des grandes questions au Cameroun actuellement, c'est la crise anglophone. Oui. On a atteint quand même à la limite un pic de C'est très triste. Oui. C'est très triste, oui. C'est très triste qu'on ait laissé se développer un état de violence comme celui qu'on vit et qui est très peu médiatisé d'ailleurs. On ne sait pas grand-chose. Et oui, parce que à la base, les revendications sont légitimes. Pas de sécession, pas de création d'un nouveau État quand même. Non, parce que c'est l'exaspération d'aspirations qui ne sont pas reconnues qui amène à une revendication jusqu'au boutiste. Comme vous avez en France la Corse, le Pays Basque, c'est quand une communauté a été réprimée dans sa vie culturelle, dans sa vie linguistique, dans sa vie, que finalement elle se rabat sur des revendications radicales. Mais par exemple, le mouvement basque espagnol s'est fondu dans la vie politique de l'Espagne, alors qu'il était très violent ce mouvement. Or, ils ont trouvé une solution politique. Et on ne parle plus maintenant de l'indépendance du Pays basque.
Il n'y a plus de mouvement. Ah, voilà. Parce que le gouvernement qui était arrivé au pouvoir en Espagne a pris cette revendication. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement au Cameroun? Vous trouvez que le gouvernement camerounais est autiste sur la question? Oui, moi je pense que politiquement, je pense qu'il faut prendre en considération les aspirations des gens et moi je n'ai pas de conseils à donner à personne, ni à blâmer, ni à condamner personne, mais il faut absolument trouver, c'est tellement stupide les guerres où les Camerounais tuent les Camerounais, moi je trouve ça abominable, abominable. Donc il faut absolument trouver une solution. Cette solution, ça peut être le dialogue. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Alors, Odile Tobner, nous allons terminer par l'héritage de Mongo Betty, ce qu'il devient. Mais enfin, je voudrais quand même évoquer une affaire aussi qui a fait l'actualité ici il y a quelques semaines, l'affaire Patrice Ganan. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que vous avez commis quand même... oui, parce que j'ai trouvé que publier une tribune qui attaque violemment un personnage qui n'est pas en état de se défendre, franchement, frapper un ennemi à terre, c'est déshonorant. Donc, c'est inélégant, c'est pas très honorable. C'est pas très honorable. Et c'était un écrivain qui s'était... Donc, à la limite, vous voilà. Que... On peut dire... Ça ne veut pas dire que c'est l'écrivain parfait. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison. Mais il faut laisser à quelqu'un le droit de se défendre. Ok. Alors, l'héritage de Mongo Betty aujourd'hui, c'est quoi? Alors, je rappelle quand même que dans sa vie privée avec vous, c'est combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants, qui sont grands maintenant. Oh voilà, ils sont bientôt à l'âge de la retraite. Ah bon? Oui. Alors j'ai eu l'occasion de le voir ici, nous étions dans un train entre Yaoundé et Douala, il était avec sa fille. Oui. Alors voilà, elle était venue au Cameroun. Oui. Voilà, je crois à l'époque elle avait peut-être 18 ans, ou je sais pas, plus quand même. Oui, parce que c'était en 92 ou 13. Voilà. Donc elle avait 25 ans peut-être. Oui, voilà, c'est possible. Oui. Aujourd'hui, elle fait quoi? Elle mène sa vie. Elle est rédacteur de débats. Enfin, elle est conseillère maintenant à l'Assemblée, dans l'administration de l'Assemblée nationale en France. Donc, elle a fait ce concours parce qu'elle est ancienne élève de l'école normale supérieure. Donc, bref. De papa quand même. Voilà. Son père. Il avait... son père a tenu à ce que, tout à fait. L'éducation se fasse bien. Alors, il y a le garçon aussi, les 2 autres sont des garçons? Oui. Voilà, eux, ils sont plus grands encore? Non, la fille et oui, ce sont les aînés, oui, les 2 aînés sont des garçons, oui. Oui, ils ont leur profession en France, oui. Voilà. D'accord. Alors, les livres alors de Mongo Betty, comment est-ce qu'ils se portent? On enseigne beaucoup Mongo Betty dans les universités quand même, dans le monde je pense. Ah oui, complètement. Oui, tout à fait. C'est une œuvre, l'œuvre de Mongo Betty est vraiment une œuvre d'écrivain, c'est pas une œuvre... c'est pas quelqu'un qui a passé sa vie à faire autre chose et puis qui, pour se distraire ou quand il n'a plus rien à faire, écrit un livre. C'est quelqu'un qui a toujours vécu depuis 15-16 ans pour écrire. Et à quel niveau? Donc non, c'est un écrivain de toute première importance et il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour son œuvre. Je pense que les générations qui se succèdent redécouvriront chacune à leur tour cette œuvre qui leur parlera et qui leur parlera à chacun. Qui parlera à toutes les générations, comme les grands classiques nous parlent encore maintenant, comme Flaubert nous parle maintenant. Mongo Betty parlera à toutes les générations futures de lecteurs, où qu'ils soient et quels qu'ils soient, mais particulièrement
Africain quand même. Ah oui, puisque ça lui tenait à cœur. Oui, voilà. Mais tout de même, on n'enseigne plus Mongo Betty dans les lycées camerounais. Oui. Villecruel est resté longtemps dans les programmes. Oui, du temps d'Aïcho, oui. Vous ne dites pas qu'il y aurait quelque chose à faire? Mais bien sûr que si, mais c'est très compliqué, paraît-il. C'est très compliqué, et puis c'est l'objet. Oui, c'est l'objet de toutes sortes d'exigences, etc. Mais c'est pas insoluble. S'il voulait, il le ferait, bien sûr. Mais vous ne ferez aucune démarche. Ah, c'est à eux de faire... l'éditeur, c'est l'éditeur qui va faire une démarche, c'est Présence africaine. Il y a 2 titres, les titres sont chez différents éditeurs. Tout à fait. Comme Villecruel, par exemple, c'était chez Présence africaine. Moi, je réédite dans la maison d'édition qu'il avait créée les romans. Il y a 4 romans, même 5 romans, dont 3 sont maintenant disponibles aux éditions des Peuples Noirs. Et les 2 autres vont l'être bientôt. Donc tous les romans de Mongo Betty seront disponibles. Ces essais sont à la découverte, parce que c'est la découverte qui a hérité du Fonds Maspero. Donc tous ces livres sont disponibles. Alors, Odile, c'est peut-être un peu délicat, mais le droit d'auteur, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que les œuvres de Mongo Betty rapportent? Non, pas énormément, parce que ce n'est pas une œuvre qui est massivement assommée par les médias. Il y a aussi l'héritage patrimonial, mais il y a aussi l'héritage moral et la protection et la conservation du droit moral. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'œuvre de Mongo Betty. Donc je crois que ces héritiers sont très vigilants sur ce point pour veiller à ce que on ne fasse pas n'importe quoi avec son œuvre. Donc ça, c'est très important de protéger le droit moral. Ah oui, absolument. Oui. Parce que lui-même, il n'aurait jamais accepté voilà. cela. Est-ce qu'il y a eu on sait ici qu'il y a de nombreux écrits, notamment en termes de recherche, dans les milieux universitaires. Ah oui. Oui. Énormément. Il y a énormément d'études, mais pas simplement... c'est dans le monde entier, parce que je vais vous parler du site, mongobetty.org. Un jour, il y a eu une rupture dans ce site, il n'était plus disponible parce que pour des questions techniques, le fournisseur d'accès avait... Eh bien, on a reçu, moi j'ai reçu par mail 2 réclamations, une qui venait du Japon et l'autre qui venait... Mais comment se fait-il? On ne peut plus accéder au site, etc. Bon. Donc il y a des chercheurs qui s'intéressent à cela dans tout le monde entier. Et le cinéma, jamais d'adaptation? Oui, de son vivant, il a été approché quelquefois, mais ça ne s'est jamais fait. Parce qu'il était assez exigeant sur les conditions, et ça, c'est pas essentiel, parce que une œuvre littéraire n'est pas un scénario. Bon, on a vu des adaptations d'œuvres, mais jamais le film Le Rouge et le Noir ne remplacera le livre de Stendhal. Voilà. Ouais. Alors, comme on parle d'héritage de Mongo Betty, est-ce que vous trouvez dans la littérature camerounaise aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont suivi les traces de Mongo Betty? La littérature camerounaise est très riche, en jeunes talents, en jeunes hommes et femmes. Oui, c'est une littérature... Il n'a pas de disciples à proprement parler. Il n'a pas créé une école. Il n'a pas créé une école avec des disciples. Mais oui, la littérature camerounaise a de très beaux jours devant elle, parce que la communauté camerounaise est quand même une communauté très riche et très vivante, et elle produit forcément les artistes qui vont l'exprimer. Et on verra ce qui se dégagera ensuite avec l'évolution de... il faut des années pour faire un écrivain, même si on commence très tôt, et il faut du temps pour s'imposer. Oui.
Mais est-ce que lorsqu'il était revenu au Cameroun, il n'avait pas pensé, par exemple, à dispenser des enseignements? On aurait pu lui donner quelques enseignements à l'université ou pas? Non. Mais ça n'a jamais été fait. Oh non, 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 il n'avait pas envie d'enseigner. Non, 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 non. Il n'avait pas envie. Et donc ici, vous êtes régulière au Cameroun quand même. Et à Cometam, ça se passe comment? Mal, mal, parce que tout ce que Mongo Betty avait essayé d'organiser, ça n'a pas du tout fait souche, hein, ça n'a pas, personne n'a suivi la voie qu'il leur proposait, qui était développer des activités agricoles. C'est resté très mort, hein. Et même ce qu'il avait organisé a été perdu quand il est parti. Hein. Il avait quand même mis des tronçonneuses à la disposition des gens. Mais il avait fait énormément de choses. Et tout a disparu, parce que personne n'a compris que pour une action, il faut tout donner. Il faut tout donner. Or, les gens, hélas, veulent des retombées immédiates, mais ils ne veulent pas un effort continu. Et il faut dire que le contexte ne s'y prête pas non plus. Et vous comptez changer quelque chose à cela ou bien on a très peu de moyens. Oui. Mais moi, je me suis acharné et franchement, il a fallu vraiment faire beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices depuis 20 ans pour maintenir la librairie. La librairie, justement. C'est un travail et la librairie, acharné. elle se porte comment? Elle est là. Déjà. Vous avez déménagé? Oui. Oui. Donc on a été chassés de l'endroit où on était. Chassés. Oui, on a été expulsés. Voilà. Donc un mal pour un bien parce qu'on a trouvé mieux. Oui. Et j'espère que là où on est, on va se développer encore et s'affirmer encore davantage. Mais c'est quelque chose, la librairie. Hein. C'est quelque chose, notamment. C'est quelque chose de pas facile alors, finalement. Très difficile. Oui. D'ailleurs, si c'était facile, il y en aurait 10 comme ça. Absolument. Si elle est toute seule, c'est que c'est très très difficile. Il faut travailler beaucoup, sans aucun intérêt. Hein. Oui. Alors, on travaille pour la gloire, c'est tout. Mais si ça fait plaisir à Mongo Betty. Bah oui, voilà. C'est ce qu'il avait aimé, il avait voulu. Oui. Voilà. Alors merci beaucoup Odile Tobner. Je vous en prie, merci. Voilà, je rappelle que vous êtes l'épouse de Mongo Betty, Alexandre Bidi Biawala, le grand écrivain camerounais qui nous a quittés voici quelques années. C'était en 2001. En octobre 2001. 7 octobre 2001. Voilà, très exactement. Oui. Et donc, nous avons rappelé avec vous votre vie avec lui, mais le grand parcours aussi, les combats que vous avez menés aux côtés de Mongo Betty. Et merci encore d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Equinox Télévision. Je vous remercie aussi, vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cette édition de Géopolis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolis sur Equinox Télévision uniquement. À très bientôt, madame, monsieur. Restez en compagnie de nos programmes.